Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 7 avril 2020 et aujourd'hui, donc comme chaque semaine, nous allons faire un point sur cette pandémie du coronavirus, notamment sur son impact sur les différents marchés. Donc aujourd'hui, coronavirus, état des lieux des marchés. Avant de débuter, une petite revue, tout d'abord des clôtures et également de l'actualité économique et financière. Alors à noter que les indices américains ont retrouvé des couleurs hier dans l'espoir que la pandémie de coronavirus approche de son pic. À noter d'ailleurs que le ministre de la Santé français a clairement indiqué que nous n'avions toujours pas atteint le pic de cette pandémie. Alors dans ce contexte, le S&P 500 a gagné 7,03%, le Dow Jones lui 7,73% et le Nasdaq a progressé de 7,33%. Et c'est un nouveau plan de soutien économique aux États-Unis qui serait annoncé d'ici le mois de mai, qui a accentué la hausse des indices américains. Et le sentiment est également à l'optimisme dans la région Asie-Pacifique, mais l'ampleur des hausses est moindre comparé à Wall Street, avec au Japon notamment le Nikkei qui gagne 0,7%, en Corée le Kospi gagne 0,08% et le Shanghai Composite progresse de 1,7%. Alors en revanche en Australie, le S&P ASX 200 a chuté de près de 1,5%. Et toujours en Asie-Pacifique, à noter que les dépenses des ménages japonais ont baissé de 0,3% en février. On s'attendait à une baisse de 3,9%. Également, donc nous avons eu également des déclarations en provenance du Japon, notamment le Premier ministre japonais Abe qui a déclaré que les dépenses budgétaires du plan de relance s'élèveront à 39 millions de yens. Ensuite, nous avons pris connaissance d'autres données et notamment nous avons pris connaissance de politique monétaire avec la RBA qui a laissé ses taux inchangés aujourd'hui. La banque prévoit une forte contraction de l'économie au deuxième trimestre 2020 et le taux de chômage le plus élevé depuis de nombreuses années. Et la balance commerciale australienne pour le mois de février qui s'est élevée à 4,36 milliards de dollars australiens. On s'attendait à 3,75 milliards de dollars australiens. En Nouvelle-Zélande, la RBNZ a étendu son programme d'assouplissement monétaire de 30 milliards de dollars néo-zélandais à 33 milliards de dollars néo-zélandais. Donc voilà pour la région Asie-Pacifique. Donc de retour à présent à noter que Boris Johnson a été transféré en unité de soins intensifs après que son état se soit aggravé. Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab va le remplacer de manière intermédiaire. Aux États-Unis à présent, Donald Trump a déclaré qu'il souhaiterait essayer de lever les restrictions pour le 30 avril. Donc voilà pour les différentes déclarations et l'actualité économique et financière brièvement. Donc à présent, nous allons faire l'état des lieux des marchés suite à cette pandémie de coronavirus. Alors ce n'est pas la première fois que nous faisons ce genre de vidéo. Chaque semaine, nous avons fait un état des lieux de cet impact du coronavirus. Mis à part les vidéos qui étaient focalisées sur le gold dans un premier temps, plusieurs vidéos également sur le pétrole, vu l'actualité et les différents et les mouvements extrêmement brusques sur le marché pétrolier. Et encore une fois, aujourd'hui, un état des lieux global. Donc nous allons aborder l'économie d'une manière générale, nous allons parler des pétroles, nous allons parler également du gold. Donc un état des lieux aujourd'hui, un état des lieux qui va commencer par les chiffres du coronavirus, car c'est vraiment l'élément qui est venu soutenir les indices hier. Donc le nombre de cas de coronavirus confirmés a augmenté pour atteindre les 1,35 millions. Le nombre de décès approche les 75 000. Près de 290 000 personnes se sont rétablies. Et après 2 jours de baisse, à noter que le nombre de nouveaux cas confirmés a augmenté hier. Donc la baisse des cas est venue alimenter quelque peu la hausse des indices. Mais à noter que la confiance n'est pas au rendez-vous. Et ça, on a pu le constater hier avec le sentiment des investisseurs de la zone euro qui est tombé sous le niveau de 2008 et de 2009. Donc ici, encore une fois, un chiffre qui nous met en évidence clairement l'impact du coronavirus. Sur quoi? Sur la confiance des investisseurs dans la zone euro. Donc voilà pourquoi effectivement une reprise n'est toujours pas en vue pour le moment et la confiance des investisseurs vient nous le confirmer en tombant sous les niveaux de 2008-2009 à moins 42,90.
Et autre fait marquant, aux États-Unis, le nombre de dossiers de faillite bancaire est au plus haut depuis 2009. Donc encore un signe ici, malheureusement pas très optimiste, qui vient nous rapprocher de la situation de 2009. Nous sommes au plus haut actuellement pour le moment. Il faut noter que la crise ne fait que commencer et donc on pourrait continuer, on pourrait progresser. Donc voilà le niveau actuel, le niveau de dossier de faillite bancaire par rapport à 2009. Donc une crise qui vient de commencer, on a progressé, on a dépassé la moitié de ce que l'on avait pu observer en 2009. C'est un plus haut, on n'a pas fait de plus haut depuis 2009 et cette pandémie n'est qu'à son début, comme l'a annoncé le ministre de la Santé français. Nous n'avons toujours pas atteint le pic, donc des conséquences qui continuent de s'aggraver. On l'a vu sur le sentiment des investisseurs dans la zone euro et actuellement les dossiers de faillite bancaire sur des plus hauts depuis 2009. Et aujourd'hui, on va parler des Corona Bonds, très certainement. Donc c'est la prochaine réponse de la zone euro. Dans ce contexte-là, une réunion vidéo des ministres des Finances des pays membres de la zone euro est prévue. Les discussions devraient se porter normalement sur la manière dont l'Eurogroupe financiera les mesures visant à soutenir l'économie dans cette période de pandémie de coronavirus et notamment suite aux mesures de confinement. Alors les Corona Bonds devraient être à l'ordre du jour et à noter donc que cette réunion est prévue à 15 h et une conférence de presse devrait avoir lieu à partir de 20 h. Sur cette carte, vous pouvez constater les pays qui sont pour en jaune et les pays qui sont contre en vert. Donc c'est un sujet très controversé actuellement et ces Corona Bonds permettront d'avoir une réponse coordonnée au sein de la zone européenne. Donc c'est peut-être l'événement de la séance. Nous allons à présent nous intéresser au marché pétrolier. Alors le marché pétrolier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 réunions qui sont prévues, donc il y a un grand cafouillage sur le marché pétrolier actuellement. Il y a une première réunion de l'OPEP+, qui est prévue pour jeudi. Il faut noter que des pays qui ne sont pas membres de l'OPEP+, ont été conviés à rejoindre cette réunion, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège, l'Égypte, la Colombie, le Brésil, le Canada, l'Argentine, l'Indonésie et Trinidad. Il faut noter que les pays qui sont invités et qui n'ont pas confirmé leur présence à la réunion de jeudi sont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Ceci étant dit, il faut savoir d'un autre côté qu'il y aura une autre réunion du G20 concernant le pétrole vendredi. Donc, il y aura donc différents ministres de l'énergie du G20 qui se rencontreront vendredi. Donc 2 réunions, la réunion des pays membres de l'OPEP+, ce jeudi, avec des pays invités, des pays ne faisant pas partie de l'OPEP+, donc je répète, les États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, Égypte, Colombie, Brésil, Canada, Argentine, Indonésie, Trinidad, avec États-Unis, Royaume-Uni et Canada qui n'ont pas confirmé leur présence, et une seconde réunion ministérielle du G20 concernant le pétrole vendredi. Donc voilà, ceci étant dit, nous allons nous concentrer très rapidement sur l'OPEP. On ne va pas détailler comme lors des vidéos concernant le pétrole, c'est très rapide simplement une mise à jour. Mais il est important quand même de noter pourquoi c'est important ces actions des pays membres de l'OPEP+. Ici, nous pouvons constater les différentes actions de l'OPEP+, et donc on peut apprécier pour le coup l'impact de ces actions de l'OPEP+, sur les cours du pétrole. Donc vous avez les différentes décisions, notamment d'augmenter la production ou de la réduire. Ici, nous avions eu un accord de l'OPEP+, d'augmenter la production, ce qui a permis d'affaiblir les cours par la suite. L'OPEP+, a décidé de réduire la production à hauteur de 1,2 million de barils, et ici, l'OPEP+, réduit la production à hauteur de 2,1 millions de barils par jour. Malheureusement, cela n'a plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre facteur, c'est le facteur
demande. Donc on peut le voir, hein, précédemment ici, comme par exemple aux alentours de 2016, l'OPEP+ avait débuté, avait commencé à réduire sa production à hauteur de 1,6 million de barils. Cette réduction de la production avait bel et bien eu effet. Cela s'est traduit par une hausse des cours. Mais actuellement, donc on peut constater, malgré les différentes mesures de réduction de production, ici et là notamment, le cours du brut continue de se replier. Alors c'est un graphique, hein, qui est issu de la CNBC. Nous allons voir par la suite un graphique un peu plus complet, car il y a plusieurs éléments qui ont un impact sur les cours du brut, et l'OPEP n'est pas le seul à avoir la main sur les cours du brut, hein. Il y a d'autres éléments qui ont influé sur les cours, mais là ce qu'il est important de noter, c'est qu'un élément exogène vient annuler les actions de l'OPEP+, et cet élément, hein, je vous le dis dès maintenant, c'est la demande de pétrole qui chute drastiquement. Donc d'autres éléments, bien entendu, sont à l'origine des fluctuations des cours du pétrole. Voici les plus grands mouvements sur le marché pétrolier, et ce depuis 91, hein, depuis la guerre du Golfe. Donc la guerre du Golfe qui a entraîné qui a entraîné également des fluctuations, hein, sur le marché pétrolier. C'est clairement visible ici sur ce graphique. Alors on ne va pas aller dans le détail, hein, de ces différents événements. Nous en avons parlé plus dans le détail lors des précédentes vidéos qui étaient dédiées au pétrole. Ici, c'est un état des lieux concernant le coronavirus, mais il est important donc de détailler tout cela. Par la suite, nous avons eu l'entrée de la Chine sur le marché pétrolier, entraînant un super cycle sur le pétrole, et donc la demande pétrolière de la Chine a explosé, a littéralement explosé, ce qui s'est traduit par une hausse des cours du brut. Donc vous comprendrez, hein, que le facteur demande a énormément d'impact sur les cours du brut, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous faisons face à un choc de demande également. Donc ici, c'était un choc à la hausse de demande de la part de la Chine. Cela s'est traduit tout naturellement par une hausse historique des cours du brut, hein, pour venir tester les 140 $, et Goldman Sachs voyait même un super spike, un point haut à 200 $, et nous avons eu la crise financière par la suite qui est venue ramener les pétroles à la baisse, donc la Global Financial Crisis ici, qui a permis au pétrole de se replier. Par la suite, à l'issue, hein, de la crise, un élément encore une fois exogène est venu soutenir les cours du pétrole, et c'est le printemps arabe. Le printemps arabe qui est venu ramener les pétroles aux alentours des 120 $. Les sanctions contre l'Iran sont venues raffaiblir le pétrole pour le ramener en dessous de la barre des 100 $. Nous avons eu par la suite une reprise, hein, progressive des pétroles. La guerre civile en Libye est venue peser également sur les cours du brut pour le replacer à nouveau sous la barre des 100 $. Et par la suite, nous avons eu un repli, hein, qui était dû au ralentissement économique global, et donc par la suite, hein, les différents éléments que nous avons abordés, hein, notamment l'entrée de la Russie, hein, dans l'OPEP+, permettant des baisses de production, soutenant ainsi les cours du brut, et par la suite, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis est venue peser sur la demande de pétrole, et donc est venue peser sur les cours du brut. Et ici, nous avons la fin de l'OPEP+, suite à ce que l'on a appelé le Black Friday pour l'OPEP, hein, ce vendredi qui a mis un terme à l'OPEP+, et donc la poursuite de la chute des bruts. La suite de l'histoire, nous la connaissons tous. Donc voilà, ceci étant dit, nous pouvons passer à la prochaine slide. Ici, on peut constater qu'actuellement, il y a une tentative de reprise
Le repli a été considérable, hein, un repli depuis la mi-février et nous avons une oblique baissière qui relie les différents pics et nous faisons face actuellement à cette oblique baissière, une résistance. Donc les pétroles sont sous résistance dans l'attente d'actualité, dans l'attente de jeudi et de vendredi plus particulièrement, parce que je vous rappelle que jeudi, il y a la réunion des pays membres de l'OPEP+, et vendredi, la réunion du G20 concernant le pétrole. Mais c'est un élément particulièrement qui vient ici peser sur le cours du brut, hein, ce graphique hein, qui nous a été fourni par le Wall Street Journal, met en évidence cet effondrement de la demande. Donc effondrement de la demande qui vient expliquer la chute des cours du brut. Alors on a prouvé hein, par A plus B est égal à C que c'est bien la demande hein, qui a entraîné les cours du brut à la cave. On en a parlé lors de la précédente vidéo concernant les pétroles. Nous n'allons pas détailler cela. Nous nous étions intéressés à la demande dans le détail, mais également au côté offre, hein, de l'offre de pétrole, que ce soit aux États-Unis ou chez les autres pays membres ou chez les autres pays producteurs. Nous allons nous intéresser à présent à l'Arabie Saoudite, car il faut constater que l'Arabie Saoudite hein, est vraiment en train de pousser, on peut le voir ici. Donc ce graphique représente les exportations hebdomadaires de l'Arabie Saoudite en millions de barils. Et on constate que le royaume est en train de pousser, est en train de soutenir son augmentation des exportations, comme promis pour le mois d'avril. Des exportations hebdomadaires en 2020 qui ont été en moyenne inférieures à 50... qui ont été en moyenne inférieures, il me semble, à 50 millions de barils, et ce jusqu'à la mi-mars. Et les exportations de la semaine dernière ont atteint un niveau un plus haut historique, soit 72,8 millions de barils. Donc un nouveau pic historique qui a été atteint par l'Arabie Saoudite en données hebdomadaires. Donc 72,8 millions de barils. Et à noter également le ratio entre le Brent et le WTI qui est passé à 1,2. Alors pourquoi? Alors ce graphique justement hein, pour apporter quelques éléments de précision, lors d'un live trading la semaine dernière, un client m'a demandé quelle était la différence entre le Brent et le WTI. Donc devant vous, un graphique issu de Bloomberg qui représente le ratio entre le Brent et le WTI, un ratio qui est passé au-dessus des 1,2. Donc il faut savoir quelle est déjà donc quelques explications qui vont vous permettre de comprendre la différence de cotation, la différence de prix entre le Brent et le WTI. Il faut savoir tout d'abord que le Brent est exploité au sein de la mer du Nord. C'est un pétrole brut donc qui est transporté par voie maritime. Le prix du Brent est fixé sur une des îles des mers du Nord et donc bien entendu cela à proximité des ports, ce qui permet un accès facile aux navires. Donc très facile d'accès pour le Brent, très facile de charger des tankers, contrairement au WTI, lui qui est enclavé derrière des milliers et milliers de kilomètres de pipeline, donc ce qui en rend l'accès beaucoup plus complexe. Le chargement des tankers est beaucoup plus complexe pour le WTI, donc un coût additionnel ici pour le WTI par rapport au Brent de la mer du Nord. Le Brent de la mer du Nord qui est exploité, comme son nom l'indique, en mer du Nord, et l'accès en est extrêmement facilité. Le chargement des tankers est extrêmement simplifié, d'où la différence de cotation entre Brent et WTI. Et voici devant vous le ratio Brent-WTI, soit la division entre le cours du Brent et du WTI, à un ratio qui est au-dessus de la barre des 1,2 à l'heure actuelle. Donc voilà pour cette précision. Nous allons apporter d'autres précisions. Nous avions parlé précédemment lors de la vidéo à propos des pétroles, la dernière vidéo, nous avons parlé de cette zone neutre, El Khavji, une zone neutre donc qui devrait reprendre l'exploitation. Nous avons parlé d'un certain tanker qui avait été mis à disposition, un Suezmax, le Monte Toledo, qui avait chargé 1 million de barils de brut. Il faut savoir qu'avant cela, un autre tanker avait d'ores et déjà chargé du brut. Donc l'exploitation dans cette zone neutre d'El Khavji qui reprend, une zone neutre donc qui augmente
à nouveau l'offre de pétrole. C'était pour nuancer la volonté soi-disant de réduire la production, mais il faut savoir qu'une zone neutre, on en avait parlé, a repris la production, et cette fois-ci, donc pourquoi je reviens en parler, car il y a des images satellites à l'appui à Darcellois, ce second Suezmax, le monté Toledo, qui était dans l'attente d'être chargé. Celui-ci a d'ores et déjà été chargé et transporte du pétrole brut, mais simplement petite parenthèse pour venir appuyer les propos précédemment, les propos précédents sur la vidéo du pétrole, sur la vidéo concernant le pétrole. Donc cette fois-ci avec des images satellites à l'appui. Donc voici la zone neutre, Ras El Khavji, et voici Darcellois, l'endroit où le monté Toledo, un tanker Suezmax, a été chargé en brut. Ceci étant dit, pour cette petite mise à jour pétrolière, nous allons nous intéresser au métal précieux, la valeur refuge par excellence, l'or. Bien entendu, nous n'allons pas répéter les propos, les éléments que nous avions abordés lors de la vidéo qui était destinée au marché du gold, qui était focalisée dessus, mais nous allons apporter d'autres éléments à ce sujet. Donc ce qu'il est important de noter dans un premier temps, c'est que au niveau des matières premières, l'or est la seule matière première à tirer ici son épingle du jeu pour cette année 2020. Donc ici vous avez toutes les matières premières qui ont été listées, et on peut constater que le spot, le gold donc tire clairement son épingle du jeu par rapport aux autres matières premières. Donc le gold aux alentours des 1659 $ en 2020, qui évolue en territoire positif, 9,37%. C'est vraiment le seul. Toutes les autres matières premières évoluent en territoire négatif, et même en territoire nettement négatif. À noter que même l'argent se perd du terrain et recule de près de 15%. Voici l'argent spot en 15e position, en repli de 15%. Et ici nous pouvons constater donc le ratio entre l'or et l'argent. Donc ici vous retrouverez bien entendu les deux cours. Donc vous avez le gold et l'argent, et un ratio qui est en train de s'écarter considérablement. On a vu le ratio entre le Brent et le WT, donc à présent c'est le ratio entre l'or et l'argent, et nous sommes sur des records historiques concernant ce ratio. On peut le constater ici. Voici le ratio entre l'or et l'argent. Un nouveau record historique a été atteint sur ce ratio or-argent. Et concernant le gold, à noter, cela vient peut-être renforcer une hypothèse que nous avions émise l'année dernière, le Bitcoin qui pourrait être devenu une valeur refuge. Et à noter que le gold et le Bitcoin évoluent à la hausse en tandem, ils évoluent à la hausse de la même manière. On peut constater ici cette corrélation positive, donc une réaction similaire pour le gold et le Bitcoin face à cette hausse de la dette d'un point de vue global, mais également face à cette inondation de liquidités grâce aux actions des banques centrales. Donc un Bitcoin qui peut-être vient confirmer à son nouveau statut de valeur refuge après des hypothèses qui avaient été émises l'année dernière. Donc voilà pour ce point coronavirus. Nous allons à présent passer sur la plateforme Xstation 5 pour une revue de marché traditionnelle et pour s'intéresser aux techniques. Donc visiblement les indices qui poursuivent en territoire positif, on peut le constater ici, des indices qui progressent à la hausse, des pétroles qui sont en stand-by. Donc nous allons nous intéresser sans plus tarder par les indices boursiers. Et nous allons débuter donc par le DAX qui vient s'affranchir ici des 10 475. D'un point de vue H4, le DAX qui avait refusé de s'affranchir des 10 254 revient à la charge actuellement. Nous allons donc ajouter Ishimoku pour plus
de précision. Donc ici, nous faisons face à une résistance. Le DAX revient à l'attaque. En données H1, donc visiblement, nous étions en range. On est parvenu à s'affranchir de ce range pour le moment. On a pu du coup déterminer une oblique haussière qui est venue rallier la tête et l'épaule de l'ETE inversé et le nouveau creux qui a été formé ici. Qui a été formé à ce niveau-là, aux alentours des 9445. Donc sorti par le haut de ce range, on est parvenu à s'affranchir des 10 170. C'était une ligne de force du N haussier. Encore une fois, un N haussier qui prenait en considération la tête et l'épaule de l'ETE inversé. Donc c'était un fort niveau, c'était la dernière ligne de force de ce N haussier. Nous avons donc finalisé ce N haussier en franchissant la ligne de force E, donc encore une fois un signal haussier pour poursuivre en territoire positif avec pour objectif un objectif qui nous est donné cette fois-ci par Ishimoku. C'est un palier de SSB. Le voici et l'objectif pour le DAX est à 11 320. Donc pour le moment le DAX poursuit son rallye. Attention tout de même à ce niveau, les 10 700 points. Donc une première résistance à 10 700 points. Et si le DAX parvient à s'en affranchir, ce serait pour aller chercher les 11 320 points, palier de SSB ici pour le DAX en données H1. Donc sortie de range par le haut, franchissement de la ligne de force E, donc qui correspond à la dernière ligne de force de ce N haussier, avec une première résistance qui nous est donnée par le DAX aux alentours des 10 700. Si on parvient à s'en affranchir, direction les 11 320. Alors pour le CAC 40, la situation était quelque peu différente. Alors finalement, c'était un biseau baissier. Visiblement, on en est sorti par le haut en franchissant la dernière speedline qui est venue valider le signal d'achat sur le CAC 40. Donc ici, un biseau baissier avec un premier objectif qui était à 4500 points. Cet objectif était issu de l'ouverture de cette bougie H1 du 27 mars 2020 à 8 h du matin, un niveau que l'on a d'ores et déjà franchi. On est en train de s'attaquer ici au plus haut du 26 mars. Si on parvient à s'en affranchir, ce serait pour aller chercher l'objectif théorique de ce biseau baissier, un objectif théorique qui devrait concorder avec nos éléments Ishimoku, un objectif théorique ici à 5052 points qui correspond au palier de SSB. Donc voilà pour le CAC 40, le CAC 40 qui poursuit en territoire positif après avoir franchi la barre des 4500 points, un CAC 40 qui pourrait aller chercher l'objectif théorique de sa figure chartiste en reportant la hauteur de la figure au niveau du breakout, un objectif théorique qui correspond également à un palier ici de SSB. Pour le Dow Jones à l'image du DAX, voici le DAX en données H1, voici le Dow Jones en données H1. Donc ici, une sortie du range par le haut avec un objectif qui nous est donné comme le DAX par un palier de SSB à 24 700 points. Donc le DAX et le Dow Jones nous offrent une configuration similaire avec une sortie de range par le haut et un objectif théorique qui nous est donné par un palier de SSB. Donc voilà pour le Dow Jones, voilà pour le DAX. Bien entendu, sur le Dow Jones, on peut à présent également déceler une oblique haussière. Donc pour le moment, des perspectives haussières avec des objectifs théoriques, des objectifs qui nous sont donnés par des paliers de SSB, que ce soit pour le DAX ou le Dow Jones. Seul un franchissement visiblement de cette oblique haussière nous indiquerait un retour à la baisse pour le DAX ou pour le Dow Jones en données H1.
Donc voilà pour les objectifs, voilà pour les niveaux d'invalidation, voire de retournement pour le CAC 40, le Dow Jones et le DAX. Nous allons passer à présent sur le compartiment matières premières et nous allons terminer par les devises. Le gold, comme pressenti, hein, visiblement, a poursuivi ici à la hausse pour chercher sa ligne de force N aux alentours des 1666 $ actuellement en repli. Alors en données H4, hein, effectivement, on a bel et bien, activé toutes les lignes de force de ce N intermédiaire. Malheureusement, on n'a pas réussi à valider le franchissement de la ligne de force NT. Seul un franchissement de cette ligne de force NT nous permettrait de placer de nouveaux objectifs, les lignes de force issues de ce N majeur haussier, hein, donc les 1690 et les 1735. Malheureusement, on allait tester NT, on s'est replié par la suite. En tout cas, on a bel et bien validé ici tous les objectifs de ce N intermédiaire sur le gold en intraday. On est donc allé chercher les 1664 pour même les surpasser au-dessus des 1670. Pour le moment, on est en train de se replier. Les différents supports sont simplement les précédentes résistances, les précédentes lignes de force. On repart chercher les 1643 à l'heure actuelle sur le gold. Hein, beaucoup de volatilité, hein, visiblement un mouvement assez violent à la baisse sur le gold après avoir atteint tous ses objectifs. Nous allons passer sans plus tarder sur les pétroles. Les pétroles donc qui sont dans l'attente, hein, de plus de précision, dans l'attente de jeudi, dans l'attente de vendredi. Donc devant vous le WTI ici qui nous prépare un N haussier et qui n'a rallié qu'une seule ligne de force à 28,30 sans parvenir à s'en affranchir. Actuellement sur support, sur son nuage H1, pratiquement même topo, hein, ici pour le Brent qui a déployé un N haussier qui est allé chercher sa ligne de force N, les 34,50. La prochaine ligne de force est à 36,70. Un support un peu plus éloigné, son nuage H1. Le support actuel est simplement la Tenkan. Donc un brut, un WTI, donc dans l'attente de nouvelles, dans un range extrêmement étroit à l'heure actuelle, compris entre ce palier de Kijun et le nuage qui est renforcé ici par la Tenkan. Donc un tout petit range. Il ne devrait pas se passer grand chose, hein, à moins que certains pays viennent renoncer à prendre part à la réunion des pays membres de l'OPEP+. En tout cas, jeudi et vendredi seront des séances décisives pour les pétroles qui restent dans l'attente, hein, de nouveautés entre la ligne de force NT et la ligne de force N ici sur le WTI. Nous allons à présent passer sans plus tarder sur le marché d'échange avec un billet vert qui s'est enfin quelque peu replié pour venir réintégrer son range de long terme, son range haussier et venir chercher ici sa Tenkan. Alors cela a favorisé une reprise de l'euro-dollar qui devrait rallier la barre des 1,09 après s'être affranchi sans aucun problème des 1,08, 1,0830. Et donc l'USD4 qui se replie avec pour objectif son palier de Kijun à 1,40, légèrement en dessous des 1,40 pour l'USD4 et le GBP-USD qui a perdu du terrain, hein, suite aux nouvelles concernant Boris Johnson. Et donc à présent le GBP-USD repart à la hausse et s'affranchit des 1,23 pour aller chercher peut-être les 1,24 très prochainement. Donc sur cet état des lieux concernant l'impact du coronavirus sur les économies touche à sa fin, un état des lieux qui s'est suivi donc d'une revue de marché comme d'habitude basée sur du technique. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.